Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation à être avec vous aujourd'hui. Chantal et moi sommes les porte-parole, en fait, d'une équipe qui a mené ce projet-là et c'est à ce titre-là qu'on vous présente aujourd'hui les résultats d'un projet de recherche qui portait sur la violence conjugale en période périnatale au Québec, qui a été réalisé entre 2018 et 2021. Donc, au nom de tout le monde, ça nous fait plaisir d'être là aujourd'hui. Donc, ça va être une présentation assez standard, c'est-à-dire qu'on va vous expliquer ce qu'on a fait comme métaux et par la suite les résultats associés à chacun des projets. Et l'intérêt pour nous d'accepter cette invitation-là, c'est aussi de discuter avec vous de ces réalités-là que vous voyez sur le terrain par la suite dans la période de discussion. Donc, pourquoi faire un projet? Pourquoi réaliser ou s'intéresser à la violence conjugale en période périnatale? Il y a deux axes, en fait, où il y a deux raisons principales qui nous ont amenés à vouloir proposer et réaliser un projet de recherche sur cette thématique-là. La première, c'est l'ampleur. Donc, les données dont on disposait nous indiquent qu'au Québec, en fait, selon les données disponibles populationnelles en 2009, que ce serait peut-être une femme sur 10 qui vivrait de la violence conjugale pendant sa grossesse ou dans les mois suivant la naissance de l'enfant. Donc, 1 sur 10, peu importe que ce soit des données populationnelles canadiennes ou québécoises, c'est important. On sait qu'il y a au Québec, bon an, mal an, à peu près 85 000, 86 000 grossesses par année. Donc, ça représente beaucoup de personnes, beaucoup de contextes familiaux. La seconde raison, grande raison, en fait, c'est en raison des impacts délétères sur la mère, sur l'enfant et sur la relation parentale. Donc, les données dont on dispose, des nombreuses études qui ont été menées sur ce sujet-là nous indiquent que la santé et le bien-être des femmes est évidemment compromis par la violence conjugale. Donc, c'est pas une annonce que je vous fais là. Vous êtes informés sur ces réalités-là, qu'on parle de blessures physiques, qu'on parle d'atteintes sur la santé psychologique. Donc, on le sait que le fait de vivre la violence conjugale a des répercussions importantes sur la santé. On sait aussi que lors de la grossesse, les femmes qui vivent la violence conjugale vont avoir un recours plus tardif, disons, au suivi de grossesse, vont avoir un suivi de grossesse plus infréquent, moins fréquent, donc moins de rencontres avec les professionnels de la santé. On sait que la croissance in utero aussi du fœtus va être compromis. Donc, on parle de retard de croissance in utérin, on parle d'une naissance prématurée, on parle d'un faible poids à la naissance. Donc, des conséquences importantes aussi sur l'enfant à naître. Bon, le développement de l'enfant, évidemment, vivre dans un contexte de violence conjugale, vous le savez, a des impacts sur l'enfant, sur son développement. On parle d'enfants qui sont plus anxieux, plus stressés, qui ont des troubles du sommeil, qui vont avoir peut-être des retards cognitifs ou un développement cognitif compromis. Donc, il y a différentes répercussions bien documentées qui pointent sur l'importance de s'attarder à ces réalités-là. Et les différentes données aussi nous indiquent que les compétences parentales et l'exercice de la parentalité peut aussi être compromis par un contexte de violence conjugale. Donc, tout ça mis ensemble nous indique que c'est une problématique sociale et de santé importante à documenter. Mais la période périnatale, qu'on comprend dans le cadre du projet comme étant de l'annonce de la grossesse jusqu'aux 2 ans de l'enfant, donc on le met de -9, disons, à 2 ans, c'est aussi une période de contact répété avec différents acteurs, soit du réseau de la santé, des services sociaux ou des groupes communautaires. Pensons par exemple au suivi de grossesse, donc que ce soit avec une sage-femme ou un médecin, des rencontres fréquentes, un suivi souvent proposé par les mêmes personnes, la création d'un lien de confiance. Pensons aussi aux services qui sont offerts dans différents groupes communautaires, des services de relevailles, des groupes pour les parents, donc où vraiment il va avoir accès, les femmes et les personnes qui portent des enfants vont avoir accès à du personnel qualifié, donc des intervenants qualifiés qui peuvent leur offrir un soutien et de l'aide pour faire face aux difficultés qu'elles vivent. Et on sait aussi que les différentes associations professionnelles et organisations de santé
indiquent dans la plupart de leurs rapports que c'est une bonne période pour faire du dépistage de la violence conjugale. Donc, alors que les consensus sont moins importants peut-être ou moins, je dirais que les décisions sont moins consensuelles à d'autres périodes de la vie, pendant la période de la grossesse, il y a quand même un assez grand consensus sur l'importance de dépister la violence conjugale. Donc, vraiment, tout ça nous a amené à proposer et réaliser ce projet de recherche-là qui a été soutenu, je dois le mentionner, par le FQRSC et le ministère de la Santé et des Services sociaux. Mais s'attarder à un phénomène complexe comme celui de la violence conjugale, évidemment, on ne fait pas ça seul, donc Chantal et moi. C'était vraiment une équipe très importante qui était réunie autour de ce projet-là, donc des chercheuses de différentes universités, des associations, mais aussi des groupes communautaires importants, soit qui travaillent auprès des femmes victimes ou auprès des hommes auteurs, d'autres auprès des enfants. Donc, par exemple, le Centre de ressources périnatales du Québec, Fédération Maison d'hébergement pour femmes, Réseau à cœur d'homme pour les hommes auteurs. Donc, vraiment, toute une équipe qui a travaillé ensemble pour réfléchir à ces questions-là. Il y avait différents objectifs qui étaient mis de l'avant. Je ne vais pas nécessairement vous les présenter. Je vais plutôt m'attarder aux résultats. On a un temps limité et honnêtement, c'est aussi pour ça que vous êtes là aujourd'hui, pour savoir ce qu'on a réussi à documenter. Donc, c'est quand même important de vous dire que on avait 3 volets dans le cadre de ce projet de recherche-là. Et le premier visait à documenter le phénomène de la violence conjugale en période périnatale au Québec par le biais de données représentatives. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on veut avoir des données qui nous permettent de faire état de la situation au Québec. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est servi d'un véhicule. En fait, on a sauté dans le train pour pouvoir documenter cette question-là. Peut-être que certains d'entre vous êtes familières avec l'enquête sur la violence familiale dans la vie des enfants du Québec, qui est une enquête qui est menée à tous les 4 ans et qui permet de documenter les situations de négligence, de maltraitance ou de violence à l'endroit des enfants du Québec. Dans le cadre de l'édition 2018, on a réussi à ajouter un module additionnel pour aller documenter la question de la violence conjugale pendant la grossesse et la période périnatale. Donc, vraiment, on a saisi cette occasion-là pour pouvoir lever le voile sur cette situation-là. Donc, rapidement, je vous rappelle que c'est une enquête qui se fait par le biais d'intervieweuses, intervieweurs qui questionnent les parents. Donc, les données sont fournies par la RAMQ. C'est un questionnaire qui prend environ 25 minutes. Et pour y participer, en fait, on vise l'ensemble des enfants de 6 mois à 17 ans du Québec et les parents doivent vivre avec, le parent qui répond doit vivre avec l'enfant ciblé par l'enquête au moins 40% du temps. Dans le cadre de notre enquête, nous, on visait évidemment la violence conjugale en période périnatale, que je vais appeler VCPP pour faire un peu plus simple pour la suite de la présentation. On visait les mères biologiques de jeunes enfants. Donc, on a suréchantillonné les mères d'enfants de 6 mois à 5 ans pour avoir le moins de biais de mémoire possible. Donc, on se disait qu'interroger une mère qui a vécu une grossesse il y a peut-être 12 ans, peut-être que ce serait moins fiable comme résultat. Donc, on a suréchantillonné, on a utilisé le CAS, qui est un outil de mesure de la violence conjugale qui est bien validé et utilisé dans différentes enquêtes à l'échelle internationale, mais aussi ici au Canada. Et ça nous permet de documenter différentes formes de violence. Et donc, ce qu'on a fait, c'est établir si au sein de ces familles-là, au sein du contexte où vivait l'enfant, il y avait de la violence conjugale qui avait été vécue pendant cette période-là et si l'enfant avait été exposé ou pas. Et donc, 3 constats pour vous aujourd'hui. Le premier, c'est que la violence conjugale en période périnatale, ce n'est pas un événement hors du commun. Les données de 2018-2019 nous indiquent qu'encore une fois, 1 mère sur 10 au Québec est victime de violence pendant cette période-là. Donc, malheureusement, les tendances qu'on avait constatées avec les données il y a plusieurs années
se maintiennent. Donc, ce qu'on voit dans le tableau qui vous est présenté, c'est que la forme la plus courante, la plus communément rapportée, c'est les formes de violence psychologique et verbale. Et comme vous voyez sur le tableau, on peut le décortiquer pendant la grossesse uniquement, après la naissance de l'enfant uniquement, et les deux périodes combinées. Et donc, ce qu'on voit, c'est que cette forme de violence-là, elle est assez présente dans la vie des mères du Québec et elle est suivie de la violence contrôle, donc le contrôle coercitif, le fait de contrôler la vie, les allées et venues, les comportements de la mère et de violence physique. Donc, c'est un constat qui n'est certes pas réjouissant. Le deuxième constat, et pour les gens qui sont familiers avec la problématique de la violence conjugale, ben, je ne vous apprends rien, mais ça confirme en fait ce qu'on savait, c'est que pour une proportion importante des mères, ben, il y a plusieurs formes de violence qui sont vécues simultanément. Donc, vous voyez dans les données qui sont présentées là, il y a quand même, assurons-nous, 90% des mères au Québec qui ne vivent pas de violence pendant la période conjugale, pendant la période périnatale, mais parmi celles qui en vivent, ben, 5%, grosso modo, j'arrondis, rapportent vivre une forme de violence et l'autre 5% rapportent vivre plus d'une forme de violence, donc de façon concurrente. Le troisième constat est, encore une fois, ça met de l'avant la nécessité, dans certains cas, d'intervention ciblée et pour du soutien ciblé, devrais-je dire, c'est que les mères victimes de violences conjugales pendant la période périnatale vivent dans des conditions de vie plus difficiles ou dans des milieux de vie plus précaires, donc ont des conditions de vie plus difficiles quand on les compare. Ce que vous voyez à l'écran, ce sont différents indicateurs, donc à la gauche, et vous avez des données qui portent sur les mères victimes de violences et les mères non victimes. Et les statistiques, les données qui sont présentées là sont significatives, c'est-à-dire qu'il y a une différence significative entre les deux. Donc, que ce soit sur le plan de l'âge, on voit que les mères victimes sont significativement plus jeunes lorsqu'elles donnent naissance à leurs enfants. Elles sont plus souvent sans emploi, plus souvent à la tête d'une famille monoparentale. Elles ont un niveau de stress élevé, plus élevé. On sait que la majorité des nouveaux parents vivent du stress. Je veux dire, il y a d'autres études au Québec qui nous le confirment. La parentalité amène des changements importants dans la vie de tout le monde. Pour les femmes qui vivent la violence conjugale, ben, le niveau de stress est encore plus important, la difficulté de concilier. Un niveau de faible soutien social, vivent plus souvent dans des milieux très défavorisés. Donc, ce que ça met de l'avant, c'est qu'au-delà de la nécessité d'intervenir sur la violence conjugale précisément, il y a aussi tout le contexte de vie qui est plus difficile et sur lesquels ces mères-là doivent recevoir aussi du soutien. Donc, et je vous présente vraiment les constats de façon très, très superficielle parce qu'on est limité dans le temps, mais aussi parce que des publications, je les mets à l'écran et ça me fera plaisir par la suite de la conférence, les gens que ça intéresse, de vous les faire parvenir. On a documenté plus amplement ces liens-là et on les a discutés. Donc ici, je vais aller de façon peut-être un peu plus rapide ou en survol. Mais ce que je veux qu'on retienne du volet métaux, c'est qu'on a une situation au Québec qui mérite qu'on s'y attarde. Notre volet 2, lui, visait à recueillir les témoignages de mères qui ont vécu la violence conjugale en période périnatale et de pères qui ont exercé des comportements de violence conjugale pendant cette période-là aussi. Évidemment, mais bon, pour notre enquête, on a choisi de ne pas étudier des dyades. Ça veut dire qu'il n'y a pas de lien de conjugalité entre les mères qu'on a rencontrées et les pères qu'on a rencontrés. Donc, c'était des gens qui souhaitaient partager avec nous leur histoire, leurs expériences. Et on a fait un appel via le recrutement via les partenaires du projet de recherche. Donc, ce ne sont pas des gens qui ont participé au volet 1 qui participaient au volet 2. Ce sont des façons différentes d'aller recruter les partenaires, les participants.
Pour participer à ces entretiens-là, il fallait être âgé de 18 ans et plus, être le parent, d'un enfant avec qui il y a eu des contacts dans la dernière année. Donc, on voulait des parents qui étaient impliqués ou actifs dans la vie de leur enfant, puisque un de nos angles d'analyse était le bien-être et la relation parentale avec cet enfant-là. Et il fallait avoir vécu dans les 5 dernières années, encore une fois, des situations de violence conjugale, soit à titre de victime ou à titre d'auteur. Donc, déjà là, vous voyez un peu, on voulait donc recruter des pères, des hommes qui se reconnaissaient comme auteurs de violences conjugales. Comme vous pouvez l'imaginer, le recrutement n'a pas nécessairement été aisé. On a travaillé très fort, d'ailleurs, avec les 8 étudiantes aussi qui ont participé à ce projet-là, à rencontrer des gens un peu partout au Québec. Donc, malgré tous nos efforts, on a réussi seulement à rencontrer 6 pères et on a rencontré 17 mères, ce qui nous a permis d'avoir une certaine saturation des données du côté des mères, mais pas du côté des pères. Donc, les analyses que je vais vous présenter, elles demeurent exploratoires et ne nous permettent pas d'affirmer hors de tout doute certaines interprétations qui sont là. Donc, je voulais quand même mettre les choses sur table à cet effet-là. Donc, l'expérience des mères victimes, je vais commencer avec ce que les mères nous ont rapporté. Profil des participantes, je vais vraiment aller très rapidement, simplement vous pointer qu'on a quand même une belle diversité des parcours aussi qui sont là. Le seul indicateur, en fait, le seul thème sur lequel on a un peu moins de diversité, c'est sur le plan de l'orientation sexuelle. Donc, la totalité des mères qu'on a rencontrées s'identifient comme hétérosexuelles. Mais sinon, sur le lieu de naissance, sur l'âge, le niveau d'études secondaires, on a quand même une certaine diversité qui était présente dans l'échantillon. Cooccurrence, des différentes formes de violence conjugale en période périnatale. Ce que vous voyez à l'écran et les icônes, je vais juste vous les expliquer rapidement. 16 femmes sur 17 rapportent avoir vécu de la violence conjugale avant la période de la grossesse. Pendant la période de la grossesse, c'est la totalité des femmes qui rapportent vivre la violence conjugale. Et après la naissance de l'enfant, donc dans les 2 premières années de vie de l'enfant, c'est 16 femmes sur 17 qui rapportent vivre la violence conjugale. Donc, vous voyez aussi au niveau des formes qui sont rapportées, une co-occurrence de formes beaucoup plus importante si on compare avec les données quantitatives. Donc, il faut comprendre que l'échantillon dont on parle ici, ce sont principalement des femmes qui ont été recrutées dans des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales ou alors qui ont reçu des services dans les institutions du réseau de la santé et des services sociaux. Donc, un profil peut-être un peu différent d'une population représentative. Au-delà des données quantitatives que je vous présente ici, l'intérêt pour nous quand on écoutait leur témoignages et quand on analysait leurs propos, c'était de comprendre comment s'imbriquaient, comment se déroulaient en fait, se manifestaient les différentes formes de violence qu'elles vivaient. Et ce que je peux vous mentionner, c'est que pour la majeure partie de ces femmes-là, au-delà du fait de dire qu'il y a de la violence ou pas, c'est le fait qu'elles rapportent que la violence s'intensifie pendant la période de la grossesse et à la suite de la grossesse. Donc, pour 12 sur les 17, vraiment, elles ont constaté des manifestations beaucoup plus fréquentes, beaucoup plus sévères aussi, et elles ont vu des changements dans les façons dont la violence conjugale était exercée, donc un plus grand contrôle, par exemple, sur le corps, le fait de contrôler ce qu'elle mange, de contrôler comment elle dort, de contrôler qui elle voit, qui elle ne voit pas, l'accès aux médecins ou pas. Donc, tout ça était rapporté. Le fait que les coups étaient dirigés ailleurs sur le corps, donc l'abdomen n'était plus ciblé, mais il y avait autre chose qui était fait. Donc, vraiment, une apparition de nouvelles formes et de nouvelles façons, je dirais, d'exercer de la violence conjugale qui étaient rapportées.
Pour 4 des femmes qu'on a rencontrées, la violence a diminué. Donc, pour elles, pendant cette période-là, elles ont constaté que le partenaire exerçait d'une part moins de violence et que ces épisodes-là étaient aussi moins fréquents. Donc, cette période-là était vue un peu comme une, je ne dirais pas une lune de miel, là, pour reprendre les termes qui sont mobilisés dans le domaine, mais une période peut-être d'alchimie sur le plan de la violence conjugale. Donc, ce n'est pas qu'il n'y en avait pas, mais il y en avait moins. Et une femme rencontrée, elle ne me rapportait aucun changement. Donc, pour elle, c'était du pareil au même avant, pendant et après. Ce que les femmes nous ont rapporté et qui vaut la peine d'être signalé, c'est que les violences, peu importe les formes, augmentent avec chacune des grossesses. Donc, c'est-à-dire que s'il y avait quand même un certain climat de violence conjugale avant la grossesse, ça s'est intensifié, mais lorsqu'il y a eu une deuxième ou une troisième grossesse pour certains, bien, le niveau augmentait à chaque fois, autant le niveau de contrôle que les différentes manifestations de violence conjugale. Donc, c'était vraiment une escalade de la violence qui était vécue par les femmes qu'on a rencontrées. Un point qui est important, en fait, que moi je trouve important, c'est un des domaines sur lesquels je travaille, la coercion reproductive, que je veux vous signaler, c'est que c'est une forme de violence qui cible l'autonomie reproductive. Donc, c'est le fait de refuser que la femme utilise de la contraception ou mette terme à une grossesse qu'elle ne désire pas poursuivre. C'est le fait de refuser de porter de la contraception alors qu'on sait que la partenaire ne souhaite pas devenir enceinte. Donc, très clairement, 5 femmes sur les 17 qu'on a rencontrées nous ont mentionné qu'elles ne voulaient pas du tout être enceintes et que cette grossesse-là a vraiment résulté de pression, de menaces, de gestes de violence de la part du partenaire. Donc, ce qui a effectivement conduit par la suite à une grossesse menée à terme. Donc, ça, je pense que c'est important de le mentionner. Les femmes nous rapportent aussi un cumul, donc une plus grande manifestation des formes de violence pendant cette grossesse-là. L'accouchement a été pour certaines d'entre elles, pas pour la totalité 4, mais je trouvais que ça valait la peine d'en discuter avec vous, théâtre de violence conjugale, c'est-à-dire que certaines femmes ont rapporté pendant la période même du travail et de l'accouchement, rappelons-nous une période de 24 heures assez intense pour les personnes qui ont accouché parmi vous, des manifestations de violence conjugale. Donc, on parle de dénigrement, on parle de partenaires qui ont pris des photos et qui les ont publiées sur les réseaux sociaux sans le consentement. On parle d'un refus d'accompagner la femme ou de la conduire même à l'hôpital pour qu'elle puisse donner naissance, d'insultes, tu fais juste ça pour attirer l'attention, bref, du dénigrement pendant cette période-là et même, comme vous le voyez par l'extrait, par des menaces ou de la violence physique. Ce que les femmes nous ont rapporté, toutefois, mais en contrepartie, c'est aussi que l'hôpital, donc le personnel soignant à l'hôpital, a offert du soutien aussi lorsqu'elles ont dévoilé cette violence-là. Donc, ont mis en place un protocole, ont interdit l'accès et ont mis des mesures de sécurité dans le cas d'une plainte pour pouvoir empêcher l'accès à la salle d'accouchement aux partenaires violents. Donc, pour ces femmes-là, l'accouchement a été aussi une occasion de dévoiler la violence conjugale et un moment, disons, de répit, dans la mesure où un accouchement peut être un répit, mais un répit pour la violence conjugale. Évidemment, à la suite de la naissance de l'enfant, ce que les femmes qu'on a rencontrées nous partagent, c'est qu'elles ont vu leur charge mentale et physique renforcée par le contexte de violence conjugale qui était là. Donc, elles demeuraient ou elles devenaient les principales responsables du soin des enfants et de l'organisation domestique. Et elles n'étaient pas libérées, pourrais-je dire, des soins à apporter et du bien-être du partenaire dont elles demeuraient responsables. Donc, l'organisation de la maisonnée, cuisine, etc., faire les courses. Donc, même dans les jours qui suivaient l'accouchement, cette charge mentale et physique-là était là. Donc, malgré l'intérêt des pères, de ces partenaires-là, de devenir pères et de s'investir dans une parentalité, ce qu'elles nous rapportent,
c'est que les conjoints s'investissaient peu et surresponsabilisaient les mères. Dans certains cas, utilisaient la culpabilisation lorsque la mère souhaitait aller faire une marche, aller au parc, avoir un espace seul, prendre une douche. Dans certains cas, certaines mères rapportaient dans les mois suivant l'accouchement avoir voulu reprendre certaines activités professionnelles ou académiques et elles étaient punies par le partenaire puisqu'il refusait, par exemple, l'accès à l'enfant lorsque je pense à une mère qui nous a raconté son histoire, lorsqu'elle revenait des cours du soir qu'elle prenait, ben, le conjoint ne la laissait pas voir son enfant. Donc, ça pouvait durer un 24 heures et lui coupait l'accès à son enfant puisqu'elle allait se former ailleurs. Donc, il y avait vraiment un contexte de charge mentale qui était très présent et très lourd pour ces mères-là. Qu'est-ce que ça amenait dans le cadre de leur parentalité, dans un contexte postnatal? Bien, ça amenait une hypervigilance et beaucoup d'anxiété en lien avec la sécurité, la leur, mais aussi celle de leur tout-petit, parce qu'on parle encore une fois de poupons ou de bambins, donc moins de 2 ans. Ça parle d'une culpabilité si on n'est pas là 100% du temps. Ça parle aussi, dans certains cas, de parentalité fragilisée, donc dans le cas principalement de mères qui ne souhaitaient pas devenir mères ou qui n'ont pas pu être impliquées dans différentes étapes, comme par exemple choisir le nom de l'enfant. Il y avait un lien avec cet enfant-là qui était plus difficile à établir et à maintenir, donc un attachement qui pouvait, dans certains cas, être fragilisé. Et il y avait aussi des préoccupations importantes pour le développement de l'enfant qui occupaient leurs pensées, qui étaient extrêmement présents dans leur quotidien. Donc, s'assurer que l'enfant ne pleure pas pour ne pas exacerber la tension ou pour ne pas agir comme, et j'ai juste le mot anglais, je suis désolée, comme trigger, comme déclencheur, pardon, pour des comportements violents de l'enfant, donc de mettre toujours l'enfant au sein ou en fait, donc différents, l'expression vraiment marcher sur des œufs, donc c'était vraiment le quotidien de plusieurs des femmes qu'on a rencontrées. Les conjoints, là, je vais essayer de passer un peu plus rapidement parce que je vois le temps qui file. Les conjoints se servaient dans certains cas de l'enfant pour exercer la violence conjugale, évidemment, envers la partenaire ou pour la dissuader de rompre, notamment lorsqu'il était question de demander une garde partagée. Donc, il y a quand même un certain, je pense, 6 ou 7 mères sur les 17 qui ont rompu dès la naissance, dans les semaines suivant la naissance de l'enfant. Pour d'autres, ça a été beaucoup plus difficile à cause de menaces qui étaient présentes. Donc, si tu me quittes, mais je vais demander une garde partagée, donc tu ne verras pas ton enfant, etc. Donc, c'était vraiment des leviers que les conjoints de ces partenaires-là utilisaient, les conjoints de ces femmes-là utilisaient. Et dans certaines situations, quand même 7 sur les 17, le conjoint a physiquement été violent envers l'enfant. Donc, soit que l'enfant était dans les bras de la mère et la mère était brutalisée et le fils ou l'enfant était affecté, ou alors vraiment s'en est pris directement à l'enfant. Les mères rapportent plusieurs expériences de soutien. Donc, vous voyez les chiffres à l'écran et ce n'est pas surprenant puisqu'on mentionnait un peu plus tôt les occasions de contact quand même privilégiées. Donc, la majorité ont eu des contacts avec des membres du personnel soignant ou des intervenants du réseau de la santé et des services sociaux, dont en postnatal quand même plusieurs de la DPJ aussi, et dans certains cas, milieu communautaire. Ils ont beaucoup apprécié le soutien au niveau des choix versus l'ambivalence. Donc, est-ce que je poursuis la grossesse ou pas? Est-ce que je veux cet enfant-là? Est-ce que ma relation est saine pour mettre au monde un enfant? Donc, toutes ces réflexions-là, elles ont beaucoup apprécié avoir l'espace pour en discuter. Et 6 nous ont mentionné avoir beaucoup apprécié aussi le fait que l'intervenant ouvre la porte sur est-ce que vous vivez de la violence conjugale? Est-ce que vous vous sentez en sécurité dans votre relation? Donc ça a été pour elles des occasions de dévoilement. En postnatal, elles ont apprécié principalement le soutien au niveau des compétences parentales, des conditions de vie et évidemment de la violence conjugale aussi qu'elles ont reçue. Dans certains cas, par contre, le soutien était plus, il y avait des perspectives variées. Donc, autant le soutien, ce qui était offert, a été
apprécié, elles se sont senties guidées dans certains cas. Les trous dans l'offre de services, si je peux dire, ou la discontinuité, ou alors les listes d'attente ont fait en sorte qu'une fois avoir dévoilé la situation ou demandé de l'aide, mais elles se sont retrouvées dans des services, des trous où elles n'ont pas pu recevoir les services. Elles se sont donc senties abandonnées alors qu'elles estimaient avoir cheminé à être prêtes à recevoir un soutien pour bouger. Donc ça a été une déception nommée par certaines mères qu'on a rencontrées. L'expérience des pères auteurs, encore une fois, je vous rappelle, c'est 6 pères, donc vraiment un petit échantillon. Ce qui est intéressant de voir, c'est que pour certains pères, peu importe comment on le lit à l'horizontale ou à la verticale, pour 3 d'entre eux, il y a eu de la violence conjugale avant, pendant et après la grossesse. Pour un des pères, la violence s'est arrêtée après la naissance de l'enfant, alors que pour 2, elle a commencé uniquement après la naissance de l'enfant. Donc, encore une fois, il y avait différentes formes de violence qui étaient rapportées, surtout psychologiques et verbales. Et c'était encore une fois du dénigrement. Donc, tu es une conne, tu es une pute. On référait beaucoup à la santé mentale et au corps, mais aussi physique, sexuel et de contrôle. Et il y a eu, sur les 6 pères qu'on a rencontrés, 3 qui ont exercé de la violence verbale ou physique envers les enfants. Je vous rappelle qu'on avait rencontré des pères qui se reconnaissaient comme auteurs. Donc, ce qui n'est pas la réalité, je dirais, de tous les partenaires qui exercent la violence conjugale. Donc, ça demandait un certain cheminement aussi. Et donc, et ce que je veux rapporter, c'est que malgré le fait que ces pères-là se reconnaissaient comme auteurs, on a constaté encore dans leur discours des effets, comment pourrais-je les nommer? Des effets d'atténuation. C'est-à-dire que, oui, ils nomment des éléments, oui, j'ai exercé de la violence, oui, j'ai été contrôlant envers ma conjointe, oui, je l'ai brutalisée, mais à me pousser à bout, j'ai perdu le contrôle. Donc, encore une fois, un discours qui était ambigu sur certains éléments de la violence. Et la violence envers les enfants, elle est aussi beaucoup plus atténuée, du moins chez les pères qu'on a rencontrés. Il nous rapporte aussi, les pères, une escalade de la violence, tout comme les mères qu'on a rencontrées. Donc, vraiment un crescendo dans l'intensité et la fréquence des comportements de violence qui étaient manifestés de contrôle. Chez ces pères-là, l'analyse de leur contexte de vie avec eux et de leur histoire nous permet de prendre en compte, en fait, différents contextes de vulnérabilité, qui, rappelons-le, n'excusent pas ou ne servent pas à atténuer la violence, et ce n'est pas comme ça que les pères nous l'ont présenté non plus, mais nous permet de comprendre les contextes de vie dans lesquels ils vivent. Et le premier, qui est assez intéressant, ils ne sont pas classés par ordre d'importance dans leurs propos, je tiens à le préciser, c'est l'adaptation difficile à la parentalité. Donc, les pères qu'on a rencontrés nous ont mentionné qu'ils ne s'attendaient pas à cette charge-là importante, qu'ils ne pensaient pas que ça aurait des répercussions ou des changements dans leur vie de cette façon-là. Donc, on peut comme si l'enfant entrerait et tout se poursuivrait de la même façon. Donc, vous n'avez pas anticipé les bouleversements que peut amener un enfant dans la vie de personnes. Cette adaptation difficile à la parentalité, elle est aussi jumelée avec une vision, disons, plus traditionnelle du couple, de la famille, des rôles de genre. Donc, un modèle un peu plus de l'homme pourvoyeur et de la femme à la maison. Donc, un peu loin ou, disons, à une certaine distance de ce qui est un peu attendu aujourd'hui en 2022, ou des attentes à tout le moins des mères dans des couples hétérosexuels sur la répartition du travail. Les pères rapportaient vivre des pressions financières et professionnelles aussi, donc difficulté à joindre les 2 bouts dans certains cas, ou à bien remplir les tâches au travail puisqu'ils étaient fatigués, puisqu'ils sentaient qu'ils n'avaient pas autant de temps. Et dans certains cas, consommation d'alcool et de drogue et des troubles de santé mentale aussi qui étaient présents.
Ce qui est intéressant, c'est que plusieurs déclencheurs les ont amenés à aller chercher du soutien. Donc, on rappelle que ces pères-là sont allés chercher du soutien, ce qui est encore une fois peut-être pas le cas de tous les hommes auteurs victimes de violences conjugales, mais pour ceux-ci, plusieurs déclencheurs sont présents. Par exemple, ça va un peu de soi, mais avoir été signalé à la DPJ va amener les pères à aller chercher du soutien pour améliorer leurs compétences parentales. Le fait que la conjointe se sépare ou entame la discussion sur une possible séparation aussi bouleverse ou va amener les hommes à vouloir rechercher du soutien. Avoir peur de soi-même et de sa violence, à être étonné soi-même par les gestes qu'on pose, à être capable voir un point tournant là-dedans aussi va amener à rechercher du soutien. Et se soucier de la relation avec l'enfant, ça veut dire avoir le goût de s'investir dans ce rôle de père-là et être un père compétent. Donc, souvent, ne pas reproduire ce qui était là avant va amener aussi ces pères-là à aller chercher du soutien. Et ce qu'on a trouvé vraiment intéressant et qui était très émotif aussi dans le discours des pères qu'on a rencontrés, c'est les expériences passées positives avec des intervenants. Donc, pas uniquement des intervenants en violence conjugale, en fait, souvent pas du tout, mais d'autres intervenants qu'ils ont croisés dans le cadre de leur vie. Donc, par exemple, pour une recherche d'emploi ou alors en lien avec des troubles de consommation ou de santé mentale, le fait d'avoir eu dans le passé une expérience positive avec quelqu'un, d'avoir eu un lien de confiance, d'avoir vu des retombées positives de cette intervention-là, va sécuriser les pères et les amener à aller rechercher du soutien. Donc, ils ont moins de barrières à nommer un besoin et aller rechercher de l'aide de ce côté-là. Donc, différents types de ressources ont été consultés, vous les voyez à l'écran. Et dans l'ensemble, encore une fois, les pères ont été très satisfaits des soutiens reçus. Donc, pour ce volet-là, il y a aussi différentes, et là, je termine sur ça en vous mentionnant qu'il y a différentes publications en lien avec le volet 2 qui sont des fiches synthèses, en fait, rédigées précisément à l'intention des intervenantes et intervenants qui sont disponibles gratuitement, libre accès sur le web, sur le site du REV, qui est un regroupement de recherche. Donc, si vous tapez REV, qui est logé à l'Université Laval, dans les publications, vous allez avoir accès à ces différentes publications-là que je vous invite à aller consulter si jamais ces résultats-là vous intéressent et vous voulez documenter un peu plus que ce que moi, j'ai été capable de vous présenter ce midi. Et maintenant, je vais, évidemment, des articles aussi scientifiques publiés en anglais, encore une fois, qu'on pourra vous partager si ça vous intéresse. Je vais maintenant céder la parole à ma collègue Chantal pour le volet 3. Et Chantal, je vais demeurer responsable de avancer les diapos, donc tu me feras signe au fur et à mesure. Parfait. Bien, merci beaucoup. Je suis très contente d'être ici parmi vous aujourd'hui pour présenter le troisième volet de l'action concertée en violence conjugale qui portait donc sur l'expérience des professionnels. Donc, on a vraiment voulu rencontrer les professionnels qui œuvrent en contexte de périnatalité ou encore en contexte de violence conjugale pour des régions de Montréal et aussi de la capitale nationale pour aller chercher leur perspective à l'égard de l'intervention dans ce contexte. Donc, on a réalisé, peut-être que tu peux changer de diapo, on a réalisé des groupes de discussion focalisés. On en a réalisé 6 avec un échantillon là, de 29 participants. On souhaitait en recruter davantage, mais finalement, on en a rejoint 29 qui ont effectivement participé au groupe de discussion. Donc, les groupes ont été organisés de manière mixte, c'est-à-dire qu'on n'a pas procédé par catégorie de professionnels, mais plutôt on a favorisé donc une diversité de secteurs dans les groupes.
Au niveau du profil des participants, 62% des participants donc, et participantes travaillent en milieu institutionnel, donc en CLSC, protection de la jeunesse et dans un milieu hospitalier. Et 38% sont issus du milieu communautaire, maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants, les centres périnataux et aussi des groupes de soutien pour hommes en matière de violences conjugales. Les profils aussi, en termes de formation, sont assez variés et la moyenne d'intervention, la moyenne d'expérience dans le poste, c'était de 9,5 ans. Donc, les résultats concernent 3 thèmes principaux, dont l'identification de la violence conjugale en contexte de périnatalité. Donc, ce qui est ressorti d'abord des propos des répondantes, surtout parce que j'ai oublié de dire que c'est quand même 90%, c'est-à-dire de l'échantillon, et ce sont des femmes. Donc, ce qui ressort de leurs propos, c'est vraiment que l'identification, c'est quand même un défi. D'abord, aucune des participantes a mentionné utiliser un protocole standardisé pour assurer l'identification systématique de la violence en période périnatale. Plusieurs, toutefois, ont dit quand même avoir recours à des outils, outils hérités de formation ou d'emploi antérieurs pour les aider dans leur pratique. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les milieux de travail concernés, il n'y a pas d'orientation quand même claire. Donc, cette pratique-là est vraiment laissée à la discrétion de chaque intervenant. Quand le repérage il est actif, l'approche est surtout de faire ce repérage-là, mais de manière ciblée. Comme une intervenante le mentionne dans les extraits, on ne cherche pas à identifier la violence conjugale dans tous les couples. C'est vraiment l'intervention s'adapte au cas par cas, surtout selon des signes de violence conjugale. Donc, comme une intervenante le dit, il faut pas mal que le feu soit pogné pour qu'on aille. Alors, voulant dire ici que finalement, c'est quand il y a des signes que la sécurité, le bien-être des personnes peut être menacé qu'on va faire un repérage. Il y a des intervenantes qui travaillent avec des populations en situation de vulnérabilité, par exemple dans le cadre des programmes HOLO et CIP, qui disent quand même être à l'affût de signes de présence de violence conjugale dans les situations. Donc, si le repérage quand même ciblé est une pratique qui semble partagée dans les différents milieux, d'autres voient quand même des limites à ça. En se concentrant d'abord sur les familles vulnérables, on rate peut-être des occasions de repérer les situations, la problématique, puis éventuellement intervenir auprès de la clientèle, disons, générale, c'est-à-dire qui ne présente pas ces caractéristiques-là. D'autres aussi disent, il y a peut-être là un poids de un poids de mesure, donc dans le sens deux poids deux mesures, c'est-à-dire dans le sens où peut-être que cette approche centrée sur les caractéristiques socio-économiques, ça peut refléter effectivement le fait que l'impact de la pauvreté, de la défavorisation sur les situations, mais ça peut aussi refléter des préjugés par rapport à la condition sociale là, dite défavorisée. Donc, il n'y a pas vraiment de consensus à ce niveau-là, à savoir quels sont les contextes dans lesquels on devrait faire du repérage. Et un autre défi, c'est en lien avec les impacts de la violence conjugale en période périnatale sur les enfants. Donc, il apparaît que c'est difficile à repérer, mais surtout, on souligne que ce n'est pas toujours reconnu. Parfois, selon les répondantes, ça peut être banalisé, ignoré, soit par les familles ou encore par les professionnels. Une intervenante nous dit, on sous-estime finalement toute la fragilité qu'on vient causer chez un enfant qui a moins de 2 ans, qui est exposé de façon récurrente à ça. Il peut y avoir aussi des difficultés à faire la preuve des conséquences directes de cette problématique-là chez les jeunes enfants,
dans un contexte, donc, d'intervention socio-judiciaire comme le signalement. Il y a une intervenante, justement, qui nous dit, le défi, c'est, il peut y avoir, donc, un signalement en violence conjugale, mais quand ils sont petits et qu'on n'a pas de version, d'arriver à démontrer l'impact nocif sur le bébé, souvent, on a un peu les mains liées, puis ça va prendre, malheureusement, 2, 3 signalements pour dénoter la récurrence. Les répondantes identifient quand même des pistes pour mieux identifier cette problématique-là. D'abord, ils soulignent que l'identification, ça demande du temps, de la confiance, des occasions aussi d'observer puis d'échanger avec les gens. En fait, oui, les outils, mais aussi le savoir-être et aussi la qualité de la relation qu'on arrive à établir facilite évidemment cette approche-là, cette pratique. Parmi les pistes qui sont identifiées, la reconnaissance de la grossesse et de la rupture comme des contextes de vulnérabilité à la problématique, l'importance, par exemple, d'explorer l'historique et aussi la dynamique relationnelle à travers un entretien ou de l'observation. On souligne l'importance, par exemple, d'explorer la communication, le processus de prise de décision aussi au sein du couple, ne pas se limiter à des signes de violence physique. On a vu tout à l'heure que ça pouvait se présenter de manière conjuguée. Observer aussi l'enfant dans ses relations aux parents, puis investiguer le développement de troubles qui n'ont pas nécessairement de raison biomédicale. En présence donc d'indices qui auraient peut-être de la violence conjugale, des réactions du bébé, par exemple, physiques comme des coliques, des vomissements ou encore des troubles du sommeil, de l'alimentation, de perte de poids pourraient être des indices. Sur le plan émotionnel, c'est sûr, le stress, l'anxiété manifestée par les enfants pourraient aussi des signes qui pourraient nous alerter. Favoriser aussi les visites à domicile pour se donner des occasions donc d'observer, d'échanger. Parfois, les visites à domicile sont moins menaçantes aussi pour les familles et aussi favoriser des évaluations multidisciplinaires puis en partenariat peut aider aussi à développer une lecture plus juste des situations. Donc, alors, parlant justement des partenariats, dans les groupes de discussion, on a beaucoup abordé la question des collaborations puis des tensions aussi qu'il pouvait y avoir entre les organisations. Des tensions reliées, par exemple, au niveau des disparités de missions et de mandats peuvent compliquer les interventions. Il est parfois, par exemple, difficile pour les intervenants d'avoir accès à l'information provenant d'autres sources ou institutions. Les maisons d'hébergement, les services de protection parviennent pas toujours à communiquer entre eux. Des intervenantes mentionnent à titre d'exemple que des professionnels d'autres ressources ont parfois peur de les rencontrer justement ou de leur communiquer de l'information par méfiance. Il y a des différences aussi d'analyse d'analyse du phénomène de la violence conjugale et des impacts sur la parentalité qui peuvent aussi constituer des freins à la collaboration. Par exemple, la question entourant les contacts entre le père et les enfants peut être un objet donc d'une lecture assez différente d'un milieu à l'autre. Comme on voit dans les extraits, pour certains intervenants, un père, par exemple, qui n'insulte pas la mère devant l'enfant, qui ne cassera pas d'assiette sur le mur devant l'enfant, un bon père, par exemple, qui ne criera pas chaque jour devant l'enfant, pourrait avoir accès à ses enfants parce que le fait ces comportements ne contreviennent pas nécessairement n'ont pas d'impact nécessairement sur ses compétences parentales, alors que dans d'autres contextes, la vision peut être que les contacts entre l'enfant et un auteur de violence sont à éviter avec les enfants. Donc, ce genre de visions différentes peuvent nuire donc à la collaboration. Finalement, des obstacles structurels ont aussi été beaucoup nommés parce qu'ils viennent limiter la portée des interventions. On a beaucoup fait état, par exemple, des pressions qui s'exercent sur les intervenants pour donner des services dans un contexte de charge de travail importante. On a parlé du manque de financement qui ne facilite pas l'accès à des services, à des interventions. On a parlé aussi de l'instabilité des ressources humaines
qui a, par exemple, une perte d'équipe interdisciplinaire, un roulement de personnel. En fait, tout ça qui entraîne donc une perte d'expertise, des lacunes dans le transfert d'informations, puis aussi un appauvrissement des réseaux de collaborateurs. Un manque de temps également qui a été mentionné. Là, en milieu hospitalier, par exemple, les professionnels ont beaucoup d'informations à transmettre à une clientèle qui est quand même importante dans un temps très limité, ce qui fait que ça laisse peu de place pour aborder des questions sensibles qui demandent justement du temps, comme la violence conjugale. Finalement, les professionnels ont aussi déploré le manque de formation sur la violence conjugale, de formation pour les nouvelles intervenantes, mais aussi pour celles qui sont là depuis plus longtemps, puis qui auraient besoin d'une mise à jour sur les connaissances, sur les outils, sur les interventions à privilégier, etc. Également, un manque d'accès à des lieux de supervision, puis aussi de soutien clinique. Par exemple, il y a des intervenantes qui disent qu'elles ne sont pas facilement libérées pour participer à des activités comme des tables de concertation, des groupes de développement ou des communautés de pratique. Donc, on voit qu'au-delà de la compétences professionnelles, il y a bien d'autres éléments reliés au contexte de travail qui viennent influencer donc le déploiement des interventions, du repérage et aussi des interventions dans ce contexte-là. Donc, je pense que je vais m'arrêter ici parce qu'il nous reste peu de temps. On avait des recommandations, puis on pourra les mobiliser dans nos échanges avec vous.